Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins de lundi au vendredi. Vous le savez, nous sommes au tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Une occasion pour révisiter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Vous le savez, cette émission est également accessible en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges, Bernard Bougma, Geoffroy Var. Bonjour, Président. Bonjour, juge Vra. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le dysfonctionnement révélé au lendemain du drame d'Inata est aussi surprenant qu'inacceptable. La colère des populations est légitime, mais l'heure n'est pas aux marches, mais plutôt à l'union sacrée. C'est ce que l'on peut retenir du message de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP lors de son point de presse tenu hier. Mais que faut-il pour mettre fin à la spirale de violence et que faut-il justement pour mettre fin à cette crise sécuritaire? La question sera posée à notre convoqué du jour, Vincent Daboulgou. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour. Alors, il faut rappeler que vous êtes président du Nouveau Temps pour la démocratie NTD, parti membre de l'APMP et ministre en charge des transports. Une fois de plus, bienvenue. Monsieur le juge, je l'ai dit, nous avons sur notre plateau le ministre en charge des transports. L'audition avec lui s'assurera dans quelques instants, juste après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie de l'émission, juge Bougma, vous avez la parole. Alors, mon premier avant-propos va concerner l'adresse du chef de l'État hier à la Nation. Donc, c'est après 23h, 23h26 pour être plus exact, en tout cas si je me fie à ma montre, et qui se résume de mon point de vue à 3 entités. Une équipe resserrée et soudée, et les chefs au front et une opération main propre. Je pense que c'est ce qui aurait dû être fait depuis longtemps parce qu'ils sont nombreux à avoir dénoncé des indélicatesses à travers les rapports de la SELC, à travers les rapports du RENLAC et c'est resté silence radio. Il n'y a pas eu de suite et hier d'ailleurs le docteur Assablga ici en parlait. C'est resté lettre morte. Alors qu'il y a beaucoup qui sont soupçonnés, je dis bien à tort ou à raison. Et on a un long dossier, on a beaucoup de dossiers de crimes économiques depuis des lustres dont on ne parle même pas. C'est vrai qu'il y a les crimes de sang, parce que là c'est beaucoup plus grave parce qu'il s'agit de crimes de sang. Mais à côté aussi il y a les crimes économiques dont on parle pratiquement pas. Et donc, opération main propre qui vise effectivement à régler ces choses-là. Et les chefs également partent au front. Une équipe resserrée et plus soudée. Et je retiens plus soudée parce que l'actuel, de ce que nous avons comme information, les choses commencent à être très difficiles en termes de cohésion. Mais c'est ce que j'ai dit bien, le chef de l'État aurait dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire avoir une équipe resserrée, une équipe de guerre, mais maintenant sur les questions de malversation et de manquement à la bonne gouvernance, c'est effectivement que force reste à la loi. Maintenant, il dit qu'il est en collaboration avec la justice, mais comme la justice ne reçoit pas en principe d'instruction, le président a quitté le CSM. Alors, dire comme ça, c'est comme s'il allait avoir une manipulation politique ou une pression sur la justice derrière. Non, je pense que c'est peut-être demander subtilement, en tant que premier magistrat également, à la justice de faire son travail sans instrumentalisation, parce que là aussi, ce n'est pas bien. Donc, c'est un chef de l'État qui est apparu fatigué, totalement diminué sur le plan physique, l'air grave, ce qui dénote également une situation qui est grave dans laquelle nous sommes. Espérons que le message sera entendu. Espérons que ce sont réellement des actes, comme on appelle ça, vigoureux, pour pouvoir inverser la tendance, parce que c'est un chef de l'État qui est vraiment acculé de toutes parts. Et espérons que ce n'est pas un message également qui arrive en retard, compte tenu de la situation, et qui puisse contribuer effectivement à faire, parce que l'essentiel, c'est de sécuriser le pays, ce n'est pas les bonnes intentions, l'essentiel, c'est de pouvoir avoir du résultat. Donc, sur la question, on n'a pas, comme ce n'est pas un sujet en relais, sur les questions de forme,
il y en a à redire, mais bon, je ne vais pas utiliser la parole parce que ce n'est pas le sujet enrôlé, c'est juste pour me prononcer là-dessus. J'ai dit espérons bien. Rapidement, pour terminer avec le second avant-propos, c'est la marche de demain qui a occasionné la fermeture des écoles. Les jeunes de l'opposition disent être solidaires de l'appel, mais pour le moment attendent le mot d'ordre du chef de file de l'opposition. Pour le MBDHP, il n'est pas question de coup d'État. Et donc c'est une marche effectivement qui se déroule qui aura lieu au moment où dans d'autres localités, il y a des appels à manifester ou des manifestations déjà qui demandent le départ du chef de l'État. Et c'est dans ces conditions que le maire de la ville de Ouagadougou effectivement demande aux forces de défense et de sécurité d'empêcher par tous les moyens cette marche. Il y a beaucoup de débats autour. Avant de monter, je lisais une note où le document d'information de la marche aurait été refusé par les services de courrier de la mairie de Ouagadougou parce que le maire dans son écrit dit qu'il n'a pas reçu effectivement de nulle lettre. Alors que bon, il y a un huissier qui est allé constater qu'il y a eu un refus de recevoir. Donc ça aussi c'est peut-être une bagarre judiciaire qui va s'engager à côté de ce qui se déroule. Donc c'est un Burkina Faso qui rentre dans une situation, dans une spirale d'instabilité, en plus de ce qu'on connaît déjà comme instabilité sur le plan sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. Et vivement que la sagesse habite les uns et les autres pour pouvoir sauver l'essentiel. Merci, juge Bougma. Juge Va, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner les UACO qui ont débuté hier. Le lancement devrait se faire dans la matinée, mais comme il y avait le Conseil des ministres et on sait que les ministres devraient être présents, ça a été ramené aux environs de 15 heures. On a eu droit à ce lancement-là, mais la communication, elle avait déjà commencé depuis 11 heures. Lancement très intéressant avec les prises de parole du Premier ministre, du ministre de la Communication, des figures de proue de notre métier. Et puis, il y a eu la première communication qui a été celle de Jean-Baptiste Placard sur la thématique centrale. C'est notre responsabilité, nos journalistes, dans ce contexte-là de crise sanitaire et de crise sécuritaire. Une communication 30 minutes, mais profonde, on va dire comme ça, en termes d'introspection. Et puis, beaucoup de vérités dites sur ce qui est attendu souvent du journaliste, de ce qu'il est, de sa responsabilité, qui tient d'abord de sa conviction et non de l'injonction, et qui dans beaucoup de cas, lorsqu'il a ce qui peut faire mal à la patrie, n'attend pas qu'on lui dise de ne pas le faire, mais le fait selon un certain patriotisme qui n'est pas forcément l'approche du politique et qui pense que être dans son camp, c'est bien cela le patriotisme. Donc c'était une communication vraiment très intéressante et bien profonde. Je pense que ça donne là en même temps un aperçu de la profondeur de ce qu'on aura comme communication autour de ces UACO là. En tout cas ceux qui auront le temps de pouvoir faire le déplacement pour assister à ces communications vont repartir très ragaillardis. Bon, c'est ce que je souhaite. En tout cas nous, professionnels du métier, nous n'allons pas nous faire prier pour cela. En tout cas c'est mon avant-propos. Ça félicite ce rendez-vous là qui est très important. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons à présent rentrer dans le cœur du sujet enrôlé pour la présente convocation, situation sécuritaire au Burkina Faso, le regard de la majorité présidentielle et les propositions justement pour une sortie de crise. Et je le rappelais en début d'émission, Vincent Dabilgou est notre convoqué du jour, président du Nouveau Temps pour la démocratie et ministre en charge des transports. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors le tribunal de l'actualité, c'est aussi des questions de généralité. C'est d'ailleurs par là que nous allons commencer la présente convocation. En 2020, année électorale, votre parti a créé la surprise pour certains en obtenant 13 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Cela fait de vous la deuxième force politique au sein de la majorité présidentielle. Comment vous expliquez cette percée-là? Beaucoup pensent à une surprise, certainement qu'il y a une stratégie derrière. Je voudrais d'abord vous saluer parce que, comme vous le connaissez, ça fait ma 3e fois ici maintenant que je fais la politique. Donc je voudrais continuer à dire que je vais parler ici avec beaucoup d'humilité, mais aussi dans un esprit de vérité. Et vous me connaissez pour cela. Et saluer votre institution, en tout cas votre contribution forte à la construction de la démocratie et en tout cas la presse libre dans notre pays. Alors pour répondre à votre question, je dois dire que nous sommes de la majorité présidentielle et le message que nous véhiculons, c'est le message donc de la vision que le président Roch-Marc Christian Kaboré a tracée pour chacun de nous. Nous avions en même temps qu'il a tracé participé activement à la construction de cette vision.
Donc c'est facile pour nous, avec donc une organisation de parti. Vous savez, un parti, c'est d'abord l'organisation. Si vous n'avez pas un parti organisé, parce que le problème des partis, c'est que vous avez les militants et vous avez ceux qui votent pour la vision. Dans notre parti, nous avons beaucoup de militants et nous avons des gens engagés. Mais nous avons aussi pu, en tout cas, construire un parti suffisamment organisé et nous avons porté un grand message, le message du président Roch Marc Christian Kaboré. Je pense que c'est ça qui a, en tout cas, permis à notre parti d'engranger un maximum de sièges pour le président Roch Marc Christian Kaboré, pour la vision qu'il a su tracer pour notre pays. D'accord. Monsieur le juge. Donc, sur cette percée du NTD, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à, comment on appelle ça, à cela. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé? Bon, vous avez dit qu'il y a eu l'organisation et tout. Maintenant, bon, les autres partis aussi sont très bien organisés, hein. Mais vous êtes à la tête d'un ministère, vous avez aussi pu avoir des directeurs régionaux, des directeurs provinciaux. Est-ce que les relais politiques sur le plan de l'administration ne vous ont pas aidé aussi? Bon, je pense, peut-être, vous savez, nous sommes dans un contexte africain. Peut-être que si nous n'étions pas au gouvernement, ça va être peut-être difficile. Parce que voir le ministre d'Abilgou, à travers donc la part de responsabilité que le président Roch m'a donnée, et aussi la responsabilité du ministère des Transports qui est suffisamment transversale, donc j'ai peut-être un avantage de pouvoir dérouler mieux la vision du président Roch Marc Christian Kaboré, mais de montrer aussi que, probablement, dans ces questions-là, je sais aussi me battre et apporter un message qui est donc qui soit un message dans le sens de ce que les populations attendent de moi en tant que ministre. Et que probablement, mais je ne fais pas la politique de manière particulière donc dans l'administration. Mais je sais que nous avions suffisamment, en tout cas, été un parti qui a été le plus sur le terrain. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir à notre sein des leaders qui ont su accompagner donc la vision que nous sommes donnée avec donc la PMP pour donc arriver à ce score-là. D'accord. Juge va. Bon, j'aurais une question de généralité, mais qui a un lien avec le sujet qu'on a enrôlé, parce qu'on a parlé de sécurité. On a vu beaucoup de points de presse de partis membres de la majorité, de la PMP, avec pour chacun une proposition de sortie de crise dans laquelle nous sommes, aussi divers que variés, je parle de ces propositions-là. À la PMP, qu'est-ce qu'il y a? On n'arrive pas à discuter en interne pour que, bon, on prenne toujours la population à témoin sur les propositions qu'on a, même si on fait partie de cette majorité-là, ou bien il y a des cas de discussion dans lesquels on ne s'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe, c'est que, vous savez, nous étions dans les mois, nous étions dans une situation très trouble. Et nous sommes la majorité, nous gouvernons. Donc, au moment où on n'avait pas enterré donc les soldats qui sont tombés les armes à la main pour défendre cette nation, il était important pour nous de rester dans une posture où nous devons d'abord faire cela. Mais c'est vrai qu'au niveau de la PMP, nous avons une indépendance de parti. Nous nous sommes réunis, nous avons rencontré par exemple le président du FASO. Nous avions fait des réunions, nous avons fait des propositions, nous sommes entendus sur la nouvelle vision que nous devons avoir pour donc notre chef. Et donc, mais nous sommes dit, il faut attendre que d'abord nous puissions respecter les mots, ceux qui se sont battus pour défendre notre territoire, avant de pouvoir entrer dans l'arène politique pour pouvoir tracer la vision que nous avions au niveau de la PMP pour notre leader. Donc je pense que c'est une stratégie, et je pense que c'est une stratégie qui est suffisamment responsable en tant que par la majorité. Alors, peut-être pour gagner la lutte contre le terrorisme, il y a une autre lutte qui s'est greffée, celle contre la corruption. On l'a vu, Bernard l'a rappelé dans son avant-propos. Dans le message du chef de l'État, on parle d'une opération main propre justement pour, je dirais, donner un coup de balai au niveau de l'administration pour lutter contre la corruption. On a vu le dernier rapport du RENLA qui pointe du doigt une direction de votre ministère. C'est exactement la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes, 4e dans le classement, dans le top 5 donné par le RENLAC. Est-ce que ça ne vous interpelle pas personnellement? Bon, quand moi j'étais arrivé, nous étions 2e. Maintenant, nous sommes 4e, donc je pense que du point de vue des résultats, bon, si on doit être dans le sens d'évaluation des performances, j'essaie de faire du progrès. Mais vous savez que dans notre pays, chaque fois que vous avez donc des prestations de services au public, et que c'est par exemple des questions liées à tout cas des acteurs qui sont difficiles. Vous tous, vous savez, quand quelqu'un n'a pas sa carte grise, quand quelqu'un n'a pas son permis, c'est évident, les gens cherchent les moyens parce qu'il faut se déplacer. Donc c'est dans ce sens-là que la Direction générale des transports, c'est vraiment le nid de la corruption et aussi donc des petites échelles pour pouvoir avoir donc ce qui est nécessaire. Mais le combat est mené. Moi, je suis un des ministres qui a travaillé beaucoup avec donc les organisations de lutte
contre la corruption à l'intérieur donc de cette direction générale pour animer. Et je pense que si nous avons fait un progrès, nous allons continuer à faire le progrès dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une gangrène de l'administration d'une manière générale et que chacun de nous doit faire sa partition dans cette lutte-là. Mais pour revenir donc à ce que le président du Faso a déjà annoncé, je voudrais saluer donc cette vision-là. Vous savez que dans la gouvernance, depuis que le président Roch Marc Christian Kaboré a pris le pouvoir, après cette insurrection, je pense que c'est ce que les Burkinabés attendaient donc de notre gouvernance. Ce n'est pas parce que nous avons été dans ce domaine-là mou, mais c'est parce que peut-être que nous avons eu beaucoup confiance aussi aux structures qui devaient se mettre en charge pour pouvoir véritablement engager le processus. Mais aujourd'hui, face à cette situation, c'est un nid qui permet de mieux dire que nous utilisons donc les ressources de l'État de manière appropriée et que le potentiel de ressources que nous avions, nous les utilisons de manière appropriée également. Donc je pense que c'est une vision et je suis persuadé que c'est ce que les gens attendaient donc du président Roch Marc Christian Kaboré. D'accord. Pour entrer dans le vif du sujet et aborder la question, on va rester avec les propositions du chef de l'État. Bernard l'a dit, il s'est adressé hier au peuple burkinabé dans une allocution d'une dizaine de minutes. Vous l'avez rappelé, il y a l'opération Main propre qui est annoncée. On parle des résultats de l'enquête administrative la semaine prochaine. On parle d'une cohésion qui va se faire au sein de l'armée avec à leur tête la hiérarchie. Il y a aussi l'appel au calme lancé par le chef de l'État. Il y a beaucoup de propositions, mais pour beaucoup, le gouvernement est toujours dans la réaction. Pas d'action concrète. Il faut un mouvement de rue, il faut des appels à des démissions pour qu'on sente l'exécutif. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Non, je pense qu'il faut suffisamment comprendre que le message que le président du Faso a donné, ça montre quand même une rupture. Il est en guerre en ce moment. Le juge Bernard Gouma a dit que quand il le regardait, il sent quelqu'un qui est véritablement, qui a changé. Et que physiquement, on sait qu'il est atteint. Dans le sens que pour celui qui connaît le président Roch Marc Christian Kaboré, vous savez son patriotisme et la vision qu'il avait tracée. Vous savez que c'est un président qui nous a proposé un programme. Et dans ce programme, la réconciliation nationale, la paix et la sécurité étaient donc le point le plus fort. C'est normal que ceux qui l'ont élu et qui sont les plus nombreux, aujourd'hui, puissent demander, en termes de redevabilité, au président qu'ils ont élu, pour dire, nous ne te comprenons plus, parce que nous sommes dans l'insécurité, la paix est menacée, les fondements de l'État sont menacés. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour ça qu'au niveau de la PMP, nous pensons que les populations, en termes de redevabilité, ont véritablement le droit de s'adresser aux présidents qu'ils ont élus de manière majoritaire. Et même ceux qui ne l'ont pas élu se sont rendus compte que c'est l'homme qu'il fallait. Donc c'est le président de tous les Burkinabés. Et c'est normal qu'en politique, véritablement, les gens puissent demander des comptes à un président. Là où il y a un problème, c'est parce que dans cette lutte contre le terrorisme, il y a une façon insidieuse de faire la politique et de passer par le terrorisme pour pouvoir déstabiliser donc le pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré. Ça, ce sont des courtes échelles et c'est à ce niveau que nous devons faire attention. Parce que si on ne fait pas attention, nous allons bousculer tout et nous allons aller dans l'abîme. Parce que la Constitution est très claire. Si tu veux, après les élections, tu es de l'opposition, tu dois marquer donc ta pierre, ta contribution en tant que force d'opposition. Si tu es au pouvoir, tu dois travailler à gérer dans le sens du programme pour lequel tu as été élu. Et c'est ce que le président Roch a voulu faire dans son message pour dire aux Burkinabés, je vous ai compris, je vais aller donc dans 3 sens. Je pense que nous aurons l'occasion de regarder donc les sens dans lesquels il demande que nous puissions aller. Et je suis persuadé que vitalement, moi j'ai écouté aussi comme vous, en tout cas le message. Et moi en tant que parti membre de la majorité présidentielle, mais aussi au regard des contributions que nous avons données dans la lecture que nous avons eu à faire au niveau de la PMP, je pense que c'est ce qu'on attendait du président Roch Marc Christian Kaboré. Okay. Juge Bougma. Alors, confiance, quand vous parlez de la situation de la corruption à la DGTTM, vous dites que vous avez fait vous étiez 2e, cette fois-ci vous êtes 4e, espérant que ça va s'améliorer les prochains rounds. Vous avez lâché un mot, confiance, parce que le chef de l'État fait confiance aux structures chargées effectivement de l'aider dans l'exécution de sa mission. Donc, c'est cette confiance-là qui n'exclut pas le contrôle. Donc, c'est ce contrôle-là qui apparemment manque dans cette affaire. Ce n'est pas que de ne pas faire confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais on a l'impression que dans notre contexte, ce contrôle-là, il n'est pas là. Et c'est là où on pêche. Et ça nourrit la bonne gouvernance. Et pardon, ça met à mal la bonne gouvernance parce que ça institue la malgouvernance. Comment est-ce qu'on corrige cela? Donc je pense qu'il faut sanctionner. C'est évident. Vous savez que les peuples, dans leur marche
pour le développement, regarde ce qui se fait. Les leaders que nous sommes, si on donne donc l'allure, les gens vont regarder. Et je pense que le président du Faso, en disant que non seulement les dossiers qui sont déjà cernés par la justice seront jugés, et ce que les dossiers qui ont été cernés et qui sont dans le processus aussi doivent être accélérés. Je pense qu'il a pris le problème de manière globale en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Sur cette question, je pense que dans son environnement, évidemment, aujourd'hui, les gens doivent comprendre qu'il a changé, il y a une mutation profonde. Parce que c'est un président que nous aimons bien, la plupart de tous les Burkinabés. La qualité de richesse humaine que le président Roch Marc Christian a, en tant qu'homme politique, je ne pense pas que quelqu'un d'autre a pu avoir cette richesse ou potentiel de relations humaines. C'est un spécialiste des relations humaines. Mais en même temps, il y a des handicaps quand vous aviez donc quelqu'un qui, tout le monde est son ami. Comment arriver dans ce sens-là, à pouvoir dire que je dois à tout moment montrer à tous mes amis que quand vous n'êtes pas dans la ligne d'action que j'ai tracée, dans le cadre de mon programme, je dois sanctionner. Et c'est ce qu'il a voulu dire. C'était un message très fort. Aujourd'hui, que l'on soit directeur général, que l'on soit ministre, que l'on soit, à quel que soit le poste que l'on est, ce message-là est un message adressé à l'endroit de tous ceux qui sont dans son potentiel relationnel pour dire que chacun de nous doit être droit. C'est ce qu'il a manqué de faire et qu'il veut rattraper, ou c'est ce qu'il a voulu dire? Je pense que ce qu'il a dit, c'est dans le sens de ce que je viens de dire. Il a dit que tous les dossiers pendants seront donc c'est une opération mais propre. Et aujourd'hui, pour faire une opération mieux propre, il y a des dossiers qui sont déjà enrôlés. La justice est dessus. Il y a des dossiers qui sont en voie d'être enrôlés. Donc l'ensemble de ces dossiers-là constitue pour nous une matière qui montre qu'il y a une rupture et qui montre qu'il y a un message fort. Mais je suis en train de vous dire, si à un moment donné, vous avez semblé qu'il y a eu une sorte de mollesse, une sorte de lenteur dans ces dossiers spécifiques liés à la corruption, je suis en train de caractériser donc le leader que nous accompagnons, qui est le président Roch Marc Christian, en disant que c'est un homme spécial. La qualité de relations humaines qu'il a autour de lui peut être interprétée comme c'est ça qui l'empêche de véritablement parfois aller à l'ascension. Mais aujourd'hui, il a montré, et tout le monde doit être dans cette vision-là. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que le président Roch Marc Christian Kaboré a changé et qu'il va secouer le cocotier, comme on l'aime le dire. Je vais. Oui, bon, je coupe monsieur le ministre, mais il y a aussi dans le mot choisi des éléments qui me dérangent. Les amitiés du président sont ses amitiés, mais en homme d'État, il n'y a pas d'amitié lorsqu'il s'agit de s'amuser avec les deniers de l'État et avec les ressources de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsqu'il lance ses concertations avec les autorités judiciaires pour l'opération main propre, il cite l'ASULC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Ça veut dire qu'on ne va pas dans une aventure. Ça veut dire qu'il y a des rapports déjà, il y a des éléments déjà. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments qui n'ont pas eu les suites qu'il fallait. Ce que le Burkinabé lui reproche aujourd'hui, je crois que c'est bien ça. Tout à l'heure, Bernard disait qu'il y a la question de contrôle. Moi, je dirais même pas contrôle. Le contrôle, c'est pas pour l'exécutif, c'est pas pour le président du Faso. Ça, c'est après. C'est eux qui donnent le là, c'est eux qui donnent l'exemple, c'est eux qui donnent la direction. Hier, on recevait ici le docteur Assabga qui rappelait ce que tous les Burkinabés n'ont pas accepté, monnayage à la présidence, et puis rien ne s'était passé. Il y a des exemples qui peuvent venir à profusion, qui dénotent de ce que, sur certains chapitres, on a manqué de donner l'exemple, on a manqué de donner la direction. C'est ça le reproche qui est fait aujourd'hui. Maintenant, quand vous dites il va secouer le cocotier, il a changé, je suis désolé, mais pour beaucoup de Burkinabés, vous ajoutez encore de l'eau au moulin à dire que bon, on est à votre ami, il n'y a pas de problème, donc maintenant on va changer. Qu'est-ce qui prouve qu'on va changer maintenant? Qu'est-ce qui a changé pour qu'on change maintenant? Laissez-moi vous dire, je veux dire que je suis là pour convaincre. Je suis là pour parler à ceux qui pensent que le terrorisme là, il y a eu du terrorisme partout. Ça a commencé depuis les États-Unis en 2001, le 11 septembre. Et puis après, c'est venu donc dans notre sous-région à travers la Libye, le Mali et aujourd'hui le Burkina Faso. C'est un combat que nous devons mener véritablement. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat, de cible. Parce que ce que nous avions ici, ce n'est pas nécessairement du djihadisme pur. C'est un terrorisme clair où des politiques rentrent dedans aussi pour déstabiliser. Mais si vous avez une gouvernance qui n'est pas vertueuse, si vous avez une gouvernance qui pêche, ça peut poser un problème dans ce combat-là. Et le président Roch, en plus des mesures qu'il a eu à prendre, ne sont pas encore arrivées à cela, vous avez
pris seulement le point le plus... je crois que le point où, en tout cas au niveau de l'opinion publique, on pense qu'on peut faire en tout cas des efforts pour dire que cette question-là, elle a été abordée. Et moi je vous dis, et je parle à l'opinion publique, pour dire que le président Roch, s'il a accepté de dire ce qu'il a dit, c'est quand même un point spécial. Parce que dans sa gouvernance, il n'a jamais été aussi dur, aussi précis sur cette question de lutte contre la corruption. Parce que par ailleurs, nous avions des organisations spécialisées dans le contrôle et dans la lutte contre la corruption. Il y a des ONG qui sont impliquées. Il y a des dossiers qui sont arrivés. Pourquoi c'est maintenant, en ce moment, qu'il dit que non seulement les dossiers qui sont enrôlés vont progresser, ceux qui sont en voie d'être enrôlés vont être accélérés. Moi, je suis totalement d'accord. Je dis et je répète que là, il dit que je deviens l'homme qui a été élu et que les Burkinabés croient en moi. Je sais qu'ils ont cette pensée sur moi, mais je vais secouer le cocotier. Je vais montrer que je ne serai pas le président d'un clan d'amitié ou d'un cercle. Je suis le président des Burkinabés et je pense que je dois aller dans cette direction. Et cela, je dis, c'est quand même un engagement, c'est quand même très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cercles, parce que c'est un nom quand même spécial, comme je le dis, aujourd'hui, en tout cas, c'est assez responsable et c'est à la hauteur donc, de ce que les gens attendent de lui sur cette question de lutte contre la corruption. Juste pour moi. Oui, en fait, les gens attendent. Maintenant, c'est comme l'a dit Geoffroy, puisque ça sonne beaucoup plus, c'est une opération qui est lancée, opération main propre. On est curieux de savoir qu'est-ce qui va être mis comme contenu, comment est-ce que ça va se passer. C'est pourquoi, bon, étant donné que ce n'est qu'hier soir, mais le constat, lui, il est là implacable. Même dans la commande, dans le domaine sécuritaire, il y a des faits de corruption qui sont dénoncés. Dans plusieurs infrastructures, il y a des faits de corruption qui sont dénoncés. Avant ou pendant l'exercice de votre magistère actuel. Donc, c'est des Burkinabés qui ont longtemps aussi attendu sur ces questions-là. Vous avez évoqué la qualité de la richesse humaine, je reprends vos mots, du président du Faso, qui n'est pas, comme on appelle ça, nouveau. Tout le monde sait que, ceux qui ont eu affaire à lui disent que c'est quelqu'un de profondément humain, c'est sûr, cela. Mais c'est que dans la gestion d'un pays, pour aller avec ces choses-là, c'est très difficile. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous dites qu'il lance l'opération main propre parce qu'il y a des amis et tout, c'est maintenant qu'il rattrape les choses. Je dis, bon, écoutez, on est amis, mais bon, on a un État à gérer. Ça fait 6 ans après. Bon, c'est bien. Si vous pensez que c'est maintenant qu'il rattrape les choses, allons-y. Je pense que c'est déjà, nous, en tant que politique, nous allons l'idée de la construction donc, de cette vision qu'il a tracée. Et ce point particulier était un point sur lequel, en tout cas, l'ensemble des partis de la majorité présidentielle, en tout cas, nous allons l'aider à construire cela. Et nous allons, en tout cas, essayer donc de montrer que cette nouvelle vision qu'il a tracée, nous allons réussir pour secouer véritablement le cocotier et donc regarder dans nos dossiers. Et nous, les ministres, devons aussi être interpellés parce que notre capacité, comme vous le dites tout à l'heure, de contrôler, de faire en sorte que la corruption n'y arrive pas, c'est ce que nous devons faire. Dans notre process interne et avec aussi les structures internes que chacun de nous a, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des directions générales, je pense que nous pouvons l'aider dans ce sens-là. Mais au niveau politique surtout, nous devons vitalement aller à la tâche pour vraiment aller franchement et avec beaucoup de fermeté. Je crois que c'est ça. Nous devons être fermes. Et je pense que le président, dans son message, a été ferme. Et nous, au niveau de la majorité présidentielle, nous allons être fermes. Et je pense qu'au niveau de l'Assemblée également, le temps a été déjà lancé et nous allons ensemble, avec le législatif et l'exécutif, construire donc cette vision sur la lutte contre la corruption afin de permettre au président Roch Marc Christian Kaboré de remplir correctement donc, le mandat pour lequel il a été élu et les attentes des populations dans ce sens-là. Vous avez proposé un gouvernement resserré de combien de membres? Ah non, c'est trop tôt pour moi. Moi aussi, vous avez dit que vous avez fait des propositions, il allait dans ce sens et nous sommes curieux de savoir, le gouvernement resserré, là, c'est combien de membres la PMP a proposé? Peut-être que le chef de l'État ne va pas aller dans votre sens, mais vous avez proposé combien? Non, je ne suis pas... Vous savez, au niveau de la PMP, nous avons donc 100, une centaine de partis de la majorité présidentielle. Nous avions ce que nous avons dit au président du Faso. Nous pensons qu'aujourd'hui, la question des ressources vont se poser. La façon dont nous avons bâti donc, notre architecture gouvernementale dans un contexte de crise et dans un contexte de guerre n'est pas adaptée. Nous pensons qu'au niveau institutionnel, nous devons regarder ensemble pour voir les institutions qui aujourd'hui, bon, même si elles sont utiles, dans un contexte de guerre, on peut mettre une parenthèse. Ça, c'est le premier point.
il nous appartient, on peut lister par exemple des institutions, même si nous ne sommes pas allés à ça, mais je pense que le président Roch Marc Christian Kaboré, par rapport à sa richesse, donc à son potentiel, à l'expérience qu'il a, connaît bien l'ensemble des institutions. Nous avons dit aussi que le gouvernement, c'est vrai que bon, nous l'avons modélisé pour accompagner la vision qu'il a tracée dans son programme d'action. Nous sommes en train d'aller à la table de débat de fonds pour le PNDS, mais le gouvernement que nous avons, nous pensons qu'on peut le resserrer pour pouvoir être dans une vision, dans un contexte de guerre. Resserrer à combien de mois? Mais pourquoi absolument vous avez été ministre à plusieurs reprises. Vous avez vu les exemples dans d'autres pays. Donc vous dites nous sommes dans une situation. Même si vous allez dire moi à mon nom personnel, j'ai dit tant, ça ne pose pas de problème. Non, nous pensons qu'il y a, en prenant l'ensemble des départements ministériels, et en regardant les possibles, quand vous n'êtes pas là, il y a tel ministre qui peut remplacer. Donc, nous pouvions penser que il y a une certaine transversalité de certains départements ministériels, et nous avons essayé donc d'identifier les transversalités. Et si on les identifie, nous pensons que ce gouvernement peut être réduit à la moitié, par exemple. Parce que si on construit les transversalités, c'est possible. Mais le problème que nous avions, ce n'est pas une question de nombre de personnes dans l'équipe gouvernementale. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes dans un double front, dans une double posture. Nous devions trouver des ressources pour aller au combat, au charbon. Et je suis content que le président du Faso ait montré clairement la vision pour la restitution des forces armées et montrer que nous devons aller avec tout le monde, notamment y compris donc, les cadres donc, de l'armée. Mais ce combat, nous devons le mener avec les populations. Je pense que ça aussi, ça a été tracé. Mais là, le deuxième point, c'est que nous ne pouvons pas laisser les fragilités sociales au niveau du territoire s'approfondir. Donc, on y a lutté contre la pauvreté et nous devons continuer à poursuivre les programmes au niveau sectoriel, au niveau par exemple, de l'éducation, au niveau de la santé. Parce que ce sont des fragilités que nous devons traiter. Parce que la pauvreté nourrit le terrorisme. C'est à cause de ça que nous sommes obligés d'avoir aussi un gouvernement suffisamment pas robuste pour pouvoir tenir compte de cette deuxième posture, mais le gouvernement n'est pas pléthorique. Je pense que pour nous, les transversalités que nous avons en tout cas pu construire là, permettent de diminuer le gouvernement jusqu'à la moitié. D'accord. Alors au niveau de la PMP, vous êtes resté constant sur un discours, notamment au niveau de l'origine du terrorisme, vous l'avez dit, c'est un phénomène international, mais au plan local, vous l'avez dit, on a comme l'impression qu'il y a des politiques qui tentent de surfer sur la vague. Alors, cela a toujours été dit, on n'a jamais cité de nom, on attend toujours d'être édifié. Est-ce que justement, dans ces accusations où il n'y a personne à inquiéter, cela justement n'amène pas les populations à avoir cette réaction qu'on a aujourd'hui? Non, aujourd'hui, nos fondamentaux au niveau national sont bousculés. Et la nation est totalement dans une situation difficile. Et dans un pays, quand vous êtes dans cette position-là, c'est l'union sacrée. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas qu'au moment où l'ennemi est en train de prendre le territoire, les Burkinabés font de la politique. Ça, c'est pas normal. Mais au niveau politique, nous devons être capables de créer cette union sacrée-là. Mais au niveau politique, on se rend compte que quand on regarde le CEFOP, ce n'est pas toujours facile. Parce que, vous savez, l'ultimatum qu'ils ont donné. Mais nous, heureusement, dans notre pays, l'ethnie ne trouve pas la nation. Les divans politiques ne trouvent pas la nation. Nous sommes dans un pays où nous avions un potentiel énorme en matière d'unité nationale. Et l'histoire de notre pays a montré cela. C'est pour ça que vous avez vu ces derniers temps le clergé, la communauté musulmane, la fédération des missions et des églises évangéliques dans notre pays. L'ensemble de certains OSC aussi sont rentrés en ligne d'action pour dire que la nation est ébranlée, il faut construire l'unité nationale. Ce que nous ne comprenons pas, et ça c'est pour revenir à votre question, c'est que justement cette façon insidieuse de vouloir passer par la courte échelle, sous prétexte qu'il y a le terrorisme, ça ce n'est pas digne en politique. Parce que quand vous regardez, le 11 septembre 2001 à New York, on n'a pas demandé la démission du président américain. Vous regardez au Mali, il y a toujours, chaque jour, les attaques. Nous sommes en guerre. Et ceux qui nous attaquent là, ils sont aussi dans une position où ils sont soutenus par des personnes, des gens, des institutions. Donc nous devons nous unir. Si vous le dites, certainement que vous avez des preuves. Mais pourquoi ne pas justement traduire ces personnes? Non, moi, je ne suis pas je suis ministre des Transports. Voilà, si vous parlez de transport, je peux. Mais je suis en train de dire que les terroristes qui nous attaquent là,
quand vous regardez donc leur armement, quand vous regardez donc le financement qu'ils reçoivent, c'est évident qu'il y a des gens qui doivent le soutenir. Nous sommes dans une problématique de guerre. On ne peut pas tout dire ici, nécessairement. Mais je vais dire que les Burkinabés doivent comprendre que c'est le moment, plus que jamais pour nous, de regarder l'essentiel. C'est le territoire, c'est la paix, c'est la sécurité. Et la paix, c'est un bien public sur lequel les Burkinabés doivent pouvoir s'entendre. Et si nous ne nous entendons pas, nous avons encore des ressorts pour pouvoir faire l'unité nationale que nous attendons. Et c'est pour ça que je parle de la société civile et l'ensemble des démarches qui sont aujourd'hui faites à l'endroit des politiques. Je pense qu'ils nous ont rencontrés, ils ont rencontré le CFOP aussi, ils sont en train de rencontrer la société civile. Je pense que tout va aller. Mais c'est la courte échelle que nous devons déplorer. Et c'est pour ça que nous sommes d'accord que les populations dans certaines régions de notre pays, par exemple Ouéguia, même à Fada par exemple, moi je suis de Fada, nous avions dit, nous avons le droit de demander au président Roch Marc Christian Kaboré, nous avons le droit de défendre notre droit à la sécurité et à la paix. Il faut qu'il nous donne la sécurité, il faut qu'il nous donne la paix. Là, c'est un devoir de redevabilité. Ça, c'est compréhensible dans une démocratie. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que des gens sortent pour dire, à cause du fait qu'on a attaqué, nous sommes tous d'accord qu'à Inata, ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement le nombre de morts, mais c'est la façon même dont c'est arrivé. C'est-à-dire quand on dit qu'ils n'ont pas eu leur ration alimentaire, quand on dit qu'il y a eu un cri de détresse depuis, et qu'au niveau de nos forces armées, ce cri n'a pas pu trouver une solution. Le président est monté au créneau pour dire qu'il y a un dysfonctionnement et que nous avions fait une enquête administrative. Et aujourd'hui, il a dit qu'il y aurait des sanctions judiciaires dans ce sens-là. Bon, il ne faut pas qu'on passe par une courte échelle pour régler des problèmes politiques. Okay. Voilà. Juge Jova. Oui, bon, en même temps, une question et commentaire, c'est que on peut, et c'est ce que nous remarquons, la majorité qui dit souvent, bon, l'opposition est en train de surfer sur une vague, mais l'opposition est en train de jouer son rôle et que de tirer meilleur parti de vos faiblesses. Et ça dans une certaine proportion, et puis garder une certaine mesure, parce qu'on est en train de parler tous de ce faisceau-là, qui, tant qu'il n'existera pas, on ne pourra pas parler de majorité ni de CFOP. C'est de ça qu'on parle. Mais je pense que cristalliser les attentions sur la planche de surf n'est pas le problème. C'est la vague, le souci aujourd'hui. Regardez, Soulane, juste après les manifestations qu'il y a eu, l'opposition est venue après en manifestation. Il y a eu comme un ras-le-bol partagé qui s'est exprimé de façon non organisée. Vous avez vu Inata, ça avait commencé aussi. Je veux dire que il y a peut-être l'opposition qui s'organise, mais il y a un ressenti fort des populations et il y a une expression qui est très forte. Je pense que aussi quelquefois, on a l'impression que le débat avec vous se ressent très vite sur le caractère purement politique entre vous antagonistes, plutôt que sur le problème précieux, le problème profond, qui est celui d'insatisfaction partagé aujourd'hui par nombre de Burkinabés. Vous le reconnaissez à demi-mot, mais en même temps on repart encore sur le terrain politique du débat et de la confrontation. Est-ce que c'est le moment de tout ça? Vous aviez pris des engagements devant les Burkinabés il n'y avait pas longtemps que bon, vous n'allez plus vous accuser. Dès qu'il y a un petit problème, vous recommencez à vous accuser. On est même coutumier de ça. Laissez-moi vous dire, nous devons avoir une réflexion qui prenne compte de l'histoire de notre pays et aussi de l'enjeu de la crise et donc de sécurité que nous avons. Pour dire la vérité, ce n'est pas normal. Moi, je n'aime pas critiquer nécessairement l'armée. Vous savez que, comme je l'ai dit, je suis dans une posture humble, mais aussi je suis quelqu'un qui aime la vérité. La vérité, c'est que quand vous regardez donc, et quand vous étudiez l'ensemble des attaques que nous avons connues, vous regardez que c'est toujours à peu près le même mode opératoire. C'est toujours la surprise à des heures données. C'est toujours des camps. Et vous savez que nous sommes, notre organisation, les gens vont se demander pourquoi c'est toujours la gendarmerie. Parce que l'organisation de notre système des forces de défense de sécurité montre que dans les villes, ce n'est pas nécessairement les militaires, parce que c'est l'ordre public, c'est la gendarmerie. Or, la gendarmerie a été ciblée parce que les terroristes veulent créer une psychose au niveau des villes. Au niveau de là où des regroupements, on se retrouve face à des gendarmes en général, donc leur camp de gendarmerie. Mais c'est pour dire que si on fait l'histoire, c'est que notre armée là aussi, dans le sens historique, a été façonnée, a été construite pour défendre donc un régime à l'époque. Je ne vais pas faire un jugement, mais c'est maintenant qu'au moment où on nous attaque,
depuis donc 2015, que nous avons compris que notre armée n'est pas suffisamment opérationnelle et adaptée. Il faut reconstruire donc l'armée burkinabé. On me le construit en termes de capacité, en termes d'organisation et en termes de recrutement par rapport à leur nombre. Donc il faut que les Burkinabés comprennent que c'est un processus où nous devons être ensemble. Et c'est pour ça que nous avons ouvert la brèche en disant que c'est vrai qu'on a délégué la sécurité de notre pays à l'armée nationale, donc notamment aux forces de défense et de sécurité. Mais les populations et l'ensemble donc des forces vives doivent comprendre que chacun doit mettre sa part de contribution. C'est pour ça que les VDP, et je suis content que aujourd'hui, les gens comprennent aujourd'hui que nous ne pouvons pas gagner cette bataille sans le peuple organisé. Et que moi-même qui vous parle, il faut à un moment donné, mais le président du Faso, les ministres, nous devons faire un peu comme ce que j'ai vu en Éthiopie, le Premier ministre, parce que face à l'avancée dans des rebelles, le Premier ministre dit, je vais au front. Et moi, là où je suis, dans mon parti, lorsque j'ai fait l'état-major avant-hier, nous étions en réunion, ils ont dit, ils sont prêts à aller au front, au niveau du NTD, par exemple. Et je pense qu'au niveau de la PMP, les partis politiques se sont engagés et disent que si c'est comme ça, il va falloir que chacun de nous rejoigne les VDP. On peut, par exemple, de temps en temps, aller les voir et se mettre en tenue militaire. Et ça aussi, c'est un son qui va permettre aux gens qui combattent pour le territoire de savoir que chacun de nous est engagé. Mais il y a l'ambiance festive au niveau des villes. Quand on voit la façon dont, à Ouagadougou, on ne sent pas qu'on est en guerre. Le président a montré ici, dans les décisions, que nous sommes en guerre. Il faut absolument, les journalistes doivent donner leur contribution, mais aussi l'ambiance doit changer pour que chacun de nous se sente en solidarité avec ceux qui combattent pour l'intégrité du territoire, notamment les VDP, mais aussi les forces de défense et de sécurité, et que chacun donne sa contribution. Monsieur le ministre, ce que vous dites là, c'est très intéressant, mais moi je vais vous retourner aussi une vérité. Vous continuez de parrainer des événements festifs. Vous dites qu'on est en guerre, il y a l'esprit festif, alors que... Mais c'est vous qui donnez cet exemple-là, c'est vous qui commencez. On a l'espoir que nous passons. Donc, c'est ça la réalité aussi. Sur cette question, vous savez que nous avons cessé. Il y a longtemps que nous avions des instructions été données. Parce que c'est une ambiance que nous devions... Vous savez, dans la gouvernance actuelle, il y a des événements qui sont utiles. Pour la deuxième posture pour laquelle j'ai eu à dire, nous sommes obligés de lutter et de mettre des ressources pour combattre et ramener la sécurité, mais nous devons être dans la lutte contre la pauvreté et le développement. Construire le développement. Et dans la construction du développement, il y a certaines activités et ça dépend aussi de la façon dont les gens construisent. Ils pensent qu'il faut que le ministre soit toujours là. Mais le Premier ministre nous a rappelé à l'ordre pour dire que plus jamais nous ne pouvons, quelle que soit la pertinence d'une activité, dans le sens de la deuxième posture, qui est la construction du développement, nous devons nous garder. Pour ne pas donner l'impression, quand on arrive là-bas, les gens applaudissent, les gens sont dans des cocktails, etc. Non, il faut absolument que nous montrions que nous sommes en guerre et que nous sommes solidaires avec ceux qui sont au combat. Et notre solidarité doit aller aussi dans le sens de montrer que nous devons aller encourager les VDP. Et dans mon parti, je pense que c'est une orientation qui m'a été donnée par exemple. D'accord. Juge Bougma. Alors, ici, c'est la question de la récupération politique. Vous l'avez dit, et ça c'est un constat. On a politisé cette affaire de lutte contre le terrorisme. Donc c'est l'opposition tombée revancharde qui veut revenir, c'est la majorité incapable, même l'accord que vous avez trouvé entre vous pour dire à partir de ce moment on ne s'accuse plus, a volé en éclats, compte tenu de la réalité des faits. Mais en face aussi, on a un gouvernement qui, parfois, en termes de réponse à donner aux différentes interrogations, traîne, faisant le lit de la peur, des fausses interprétations, des faux commentaires et également des fausses rumeurs, donc des fake news. Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est le convoi militaire français. Nous n'avons que tout dernièrement eu le ministre des Affaires étrangères qui accepte sortir, parce que nous avons appris que c'était après moult tractations que monsieur a accepté sortir pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Pour nous dire, est-ce que c'est normal que le convoi traverse? Où va le convoi? C'est au nom de quoi? Ça, c'est des supputations. Oui, c'est sûr, il y avoir des accords, mais on n'a pas trouvé un officiel pour dire ça. Et dire aux jeunes, nous vous avons compris. Le message est passé pour la France. Nous avons des partenaires au nord, que sont le Niger et le Mali. Et voici, donc, nous demandons maintenant, et puis bon, ce message, les jeunes ne l'ont pas eu. On a un gouverneur qui est venu, qui se démêle comme il peut, face à des gens qui disent, nous ne répondons que du commandant de Barkhane. Deuxième fait, c'est la coupure d'Internet.
samedi nuit, dimanche, lundi, il faudrait attendre également lundi dans la nuit. Là aussi, il y a quelqu'un qui devait faire un communiqué qui refuse à la dernière minute de l'assumer, de l'endosser. Ça, c'est entre vous. Donc, à un moment donné, vous n'êtes pas là pour nous dire il y a ci, il y a ça. Dans cette situation de guerre également, il y a de l'assurance qu'il faut savoir donner aux gens. Mais en termes de communication, là, il y a un véritable problème. Parce que entre vous, il y en a qui refusent d'assumer pleinement leur rôle, préférant se cacher derrière les autres. Parce que chacun a peur de dire quelque chose qui va le rattraper. Mais c'est ça aussi le principe de la responsabilité. Si on accepte les charges, qu'on accepte la responsabilité qui va avec. Mais là, à un moment donné, c'est le vide. On interroge pour la connexion Internet. On appelle les réseaux de téléphonie qui disent non, ce n'est pas eux, ils vont voir. Vous appelez l'ARCEP qui dit que, ah bon, on essaie de voir ce qu'il y a. Votre téléphone ne marche pas, vous le rallumez. C'est après. 48 heures après, maintenant, un communiqué sort pour dire que c'est pour 96 heures. Monsieur le ministre, là, il y a un problème. Je dois reconnaître que moi, j'ai l'impression que vous avez des couloirs, vous avez des. En tout cas, vous êtes dans l'intérieur du système de gouvernance, il est suffisamment informé en tant que juge. En tout cas, je voudrais lui dire non, sur cette question-là, honnêtement, comme j'ai dit, je suis venu pour parler avec un esprit de vérité. La communication pêche beaucoup dans la gouvernance que nous sommes en train de conduire avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Lui-même, il le dit. Mais il faut savoir que nous sommes en guerre. Ils n'ont pas suffisamment pris la mesure de la guerre. Et qu'en guerre, il y a une façon de communiquer. Et quand on prend l'ensemble des réseaux sociaux dans notre pays, où le peuple s'est totalement rebranché dans ces réseaux, nous communiquons au moment où une intoxication a été déjà lancée dans la toile. Et quand on arrive pour pouvoir donner la vérité, en ce moment, nous avons des difficultés. Je pense que nous avons changé de paradigme, nous avons changé de fusil d'épaule. Parce que nous avons demandé, même l'armée va mieux communiquer. Parce que, par exemple, ce n'est pas suffisamment crédible pour que l'armée fasse un papier comme ça et dise, par exemple, au ministre, au porte-parole de lire le papier. Ou alors de dire, non, de passer dans la presse. Non, nous pensons que l'armée doit s'assumer et aller pour dire voilà ce que nous avons fait. Anticiper pour dire voilà les résultats. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il y a des choses que nous pouvons dire. Monsieur le ministre, vous dites ça, mais même quand vous arrêtez ça, le chef des opérations, là, il y a le chef d'état-major général des armées qui est dans l'opérationnel. Oui. Mais à la fin, il ne va pas aller. Tout dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Non, mais écoutez, parce que nous sommes maintenant en guerre. Le président un changement voulu, mais qui ne va pas s'appliquer parce qu'il y a des gens à la dernière minute qui vont se rétracter. Et c'est des faits, ce que j'ai dit, c'est des faits. Il faut nous permettre de nous reprendre, de nous relancer. Parce que cette guerre-là, vous savez que cette guerre-là, vous voyez comment elle tourne, elle est dynamique. Les gens montent en puissance. Et nous aussi, nous devons monter en puissance. Et aujourd'hui, le commandant en chef des forces armées, je parle le président du Faso, le grand patron, celui qui est le garant de la sécurité et la paix dans notre pays, a parlé. Et je vous dis ici, par rapport à ce que nous savions, ce que nous avions fait comme conseil de cabinet autour du Premier ministre, sur la communication gouvernementale, nous allons changer. Parce que l'armée va monter aussi entre nous pour pouvoir apprendre à parler au peuple et pour apprendre à dire au peuple, parce qu'il y a déjà des forces combattantes au niveau donc des forces de défense et de sécurité, et le peuple a besoin de savoir ce que nos forces armées sont en train de faire. Ils ont été donc renforcés en capacité. Le président du Faso a dit qu'on va continuer à renforcer la logistique. Nous allons mettre donc sur la table au niveau au front l'ensemble donc des cadres donc de l'armée. Nous allons tout faire pour que tout ce qui est pris, mais il faut aller dans ce sens-là. Au niveau communication gouvernementale, nous allons aller donc au charbon. Mais c'est vrai que nous n'allons pas sur cette question-là, tout le monde ne va pas prendre la parole pour parler. Mais nous allons avoir des couloirs où nous allons savoir maintenant anticiper. Par exemple, le convoi français, on pouvait le faire. Moi-même qui suis ministre des Transports, vous savez que cette question-là, mais au niveau aérien, sans les accords, personne ne peut desservir un pays en termes de matériel. Si chacun de nous doit se souvenir que l'avion qui arrive là, si on doit faire comme ça, on ne peut pas émettre des NOTAM pour traverser les frontières des pays, pour appuyer notre pays. Au niveau territorial, les routes que vous voyez, le couloir que vous avez, ça ne fait pas du corridor de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Même pour la réhabilitation de ces routes-là, c'est vraiment des financements CEDEAO négociés. Donc nous sommes un pays de transit, nous ne pouvons pas bloquer sous prétexte tout simplement que nous soupçonnons que la fin. Non, nous devons anticiper. Et les populations comprennent. Mais si vous n'avez pas anticipé,
à un moment donné, les populations peuvent se tromper de cible. Et c'est ce qui s'est passé. Au niveau de l'APMP, vous avez appelé à une union sacrée autour du chef de l'État, mais la frustration continue de monter. Il y a des marches qui sont annoncées pour demain. Alors, quand on regarde un peu, pour beaucoup, il faut que la rue bouge. La rue donne la voix pour qu'on sente les lignes bouger au niveau de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que dans cette façon de faire, vous n'avez pas apporté de l'eau au moulin de ceux qui lancent aujourd'hui des appels à marcher ou à la démission du chef de l'État? Que chaque fois, il faut que la rue gronde pour qu'on sente des changements. Cela s'est passé avec Solane, le juge va le rappeler. On a comme l'impression qu'il faut que la rue gronde pour qu'on sente des changements, pour qu'on sente les lignes bouger. Nous sommes en guerre, président. Et dans la guerre, les ennemis attaquent et ont leur stratégie, montent en puissance. Nous aussi, nous devons nous réadapter. Et aujourd'hui, nous sommes montés, en tout cas dans une situation où, en tout cas, c'est le niveau le plus élevé pour pouvoir monter en puissance. Ce que nous ne comprenons pas, au lieu de faire l'union sacrée, les gens pensent que c'est parce qu'on nous a attaqués, il faut faire la politique. Donc ces marches-là, vous avez, il faut faire une distinction très claire. Il y a des gens, probablement, qui disent qu'ils vont marcher, mais ils ne vont pas demander la démission du président. Ça, ce sont des républicains. Ils sont dans un devoir de redevabilité. Ils expriment leur droit à la paix, à la sécurité. Le président du Faso comprend cela. À ces gens-là, je pense quand ils vont voir les décisions que le président du Faso vient de prendre, je pense que ces gens-là vont dire, mais nous avons voté un président, il a compris la mesure, il est en train de prendre des décisions, nous allons voir venir, parce que les décisions ont été prises. Il y a des gens qui sont dans une malice politique, dans une façon insidieuse d'utiliser le terrorisme pour faire la politique, pour faire la courte échelle. À ces gens-là, je pense qu'ils auraient dû être plus responsables pour, par exemple, s'adresser de manière institutionnelle à ceux qui délivrent, par exemple, des autorisations pour marcher. Mais comme suffisamment, il n'y a pas suffisamment de responsabilité, on a l'impression que c'est construit pour amener, par exemple, comme ce que nous avons déjà connu. Bon, le président du Faso, il y a eu donc une attaque, le nombre de morts est élevé, le président ne peut pas, etc. La gouvernance pêche, il va falloir que nous puissions dire au président de partir, il faut que le gouvernement parte, etc. Ça, ce n'est pas responsable. Parce que pour pouvoir faire cela, il y a des élections, la Constitution gouverne la gouvernance du pays et sur ce point-là, c'est très clair. Je pense que le message du président doit pouvoir dissuader. Et j'ai commencé à écouter moi-même en venant ici, en tout cas la réception positive au niveau donc des radios. Et je pense que le président a fait ce que le peuple qu'il a élu attendait de lui. D'accord. Monsieur le juge, chacun a 1 minute pour un commentaire, soit une dernière question. Le juge Bougma. Je n'ai pas de dernière question. D'accord. Moi, j'aurais un commentaire. Le président du Faso n'a pas fait. Il a promis ce que les Burkinabés attendent depuis et demandent. C'est vrai. Maintenant, est-ce que dans les faits, ça va se traduire? Je pense que c'est là où les Burkinabés vous attendent. Très bien, nous avons compris. Que moi, permettez-moi de dire un mot. Je veux dire que nous sommes dans une période trouble. C'est quand même très difficile. Moi, au niveau de la PMP, ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut que les Burkinabés comprennent que ce n'est pas quelqu'un qui va venir construire la paix dans notre pays pour nous. Nous devions nous-mêmes comprendre que c'est d'abord notre pays et nous devons défendre notre territoire. Nous avons un président élu. Si aujourd'hui le président n'est pas là, c'est l'abîme. Parce que la Constitution, sur cette question-là, est très claire. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Ceux qui se sont engagés dans des voies insurrectionnelles ou des voies de coup d'État, vous connaissez, dans la sous-région, nous voyons comment ça se passe. Nous sommes dans une question où nous sommes très fragiles. Très fragiles économiquement parce que nous sommes dans une position où nous ne pouvons pas permettre aujourd'hui notre position parce qu'il y a eu donc les impacts du Covid. Nous avions donc une guerre à construire avec nos fortes difficultés, avec des moyens. Nous devons résolument nous engager pour construire donc ce qu'on va appeler l'unité nationale, pour construire donc l'unité sacrée autour de ceux qui nous gouvernent, autour des forces de sécurité, mais aussi organiser la population pour que chacun de nous se sente interpellé, les jeunes, même les femmes, même les ministres, même les directeurs généraux, chacun de nous doit pouvoir donner sa contribution. Et essayer donc de regarder cette guerre-là parce que nous pouvons la gagner. Nous avons les ressources nécessaires et notre pays, dans son histoire, a toujours gagné les batailles qui sont posées à lui
lorsque les fondements de l'État sont menacés. Et Vincent je pense Dabilgou, gagner cette bataille-là. Vincent Dabilgou, merci d'être venu à la barre du tribunal de l'actualité. Avec vous, on a vu la vision de l'APMP dans cette lutte contre le terrorisme, les propositions que vous avez apportées. Merci aussi, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On va mettre un point final à la présente convocation, 5e et dernière de la semaine, et se donner rendez-vous lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.